Bonjour à tous, ici Lynn, votre animatrice. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation, ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent ni ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Donc, aujourd'hui, comme à chaque semaine, nous recevons un invité, membre des AA, qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de rétablissement. Bonjour Amanda. Salut Lynn. Je suis très heureuse que tu aies accepté de venir nous transmettre le message. Moi aussi. Nous parler de ton histoire. Alors, je vais te céder la parole tout de suite. Tu peux commencer. Parfait. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Amanda et je suis une alcoolique. Je vais commencer par dire, vous raconter ma première vie. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai passé à travers 4 vies dans cette vie-ci. Et la première commence dans mon enfance. Je pourrais l'appeler naître dans la souffrance. Ouais. Très jeune, j'allais avoir 4 ans, puis moi, ma vie a commencé avec la perte de ma mère. J'ai vu ma mère mourir. J'étais malheureusement dans la voiture qui a frappé ma mère, qui courait dans la rue. On essayait de la rattraper, puis on avait été sonné à une maison, moi et ma belle-mère, pour demander à la personne qui habitait là pour poursuivre ma mère en voiture, parce que on l'avait perdue. Puis quand on est embarqué dans la voiture, c'est très flou. Je sais pas c'est qui conduisait, mais ça a pas pris de temps là. On a carrément rentré dans ma mère, puis c'est là que ça s'est terminé pour elle. Donc, j'ai pas connu ma mère, mais je me souviens de l'odeur du maquillage aux funérailles. J'étais très jeune, là, c'est comme juste des flashs que j'ai. L'odeur du maquillage, je me souviens de pas grand-chose à part ça, sur ma mère. Donc, ma vie a commencé comme ça. Puis par la suite... moi, évidemment, mon père, il était alcoolique. De perdre ma mère, tu sais, il était marié avec elle, donc ça a été un énorme choc pour lui. Il a voulu s'enlever la vie à ce moment-là. C'est ce que j'ai su cette année. Ouais, j'ai eu une confidence là que après l'accident, il a voulu, c'est ça, s'enlever la vie, mais le fusil qu'il a pris pour faire ça, la balle, elle l'a pas sorti. C'est là qu'il me dit, ta mère, elle m'a sauvé la vie. Il fallait que je reste là avec toi et tes sœurs, parce que j'ai 2 sœurs aussi. On a perdu la même mère. Et puis ma belle-mère, c'était la meilleure amie à ma mère, qui était avec moi à l'accident ce soir-là. Elle, elle a pris sa place. C'est devenu ma belle-mère, puis on m'a imposé de l'appeler maman tout de suite, quand ma mère est décédée. Fait que je comprenais pas, là. C'est très mélangeant pour un enfant de changer de mère comme ça, puis ma mère qui est décédée est devenue un sujet tabou dans la famille. C'est devenu un sujet tabou, fait que j'ai compris avec les années que j'ai jamais pu faire mon deuil de ma mère. Parce qu'il fallait pas en parler, parce que ma belle-mère était jalouse, elle, même si elle était plus là. Fait que ma belle-mère, elle, tout ce qu'elle voulait, c'est être avec mon père. Mais mon père, il avait 3 filles. Moi et mes 2 grandes sœurs. Fait que... Puis ma belle-mère, c'est ça, très souffrante. Beaucoup, beaucoup souffrante. Nous a fait subir, a déchargé sa souffrance sur nous. Fait que mon père, lui, quand il buvait beaucoup, il battait ma belle-mère devant nous. Puis elle, après... elle faisait ça avec nous. Donc, c'est ça.
je suis née dans la souffrance, puis ça a duré tout le long que j'ai habité chez mes parents, là, chez ma belle-mère et mon père. Puis c'est ça, je pouvais même pas avoir une photo de ma mère. Rien. Je pouvais pas parler d'elle. C'était vraiment un sujet, un secret. Un gros secret de famille, la mort de ma mère. Donc ça a été très difficile. Puis moi, toute mon enfance, je souffrais tellement que je priais le bon Dieu pour aller rejoindre ma mère. Moi, j'étais jeune puis je voulais mourir. Je pensais à la mort, puis mais en même temps, je me considérais chanceuse d'être en vie, mais la souffrance était insupportable. Quand tu te fais traiter comme ça, tu crois vraiment que t'en vaux pas la peine, puis que t'es pas digne d'amour, puis que c'est ta faute, puis que t'es responsable. Fait que crois-moi que ça sert à rien de vivre dans ce temps-là, quand tu te sens comme ça. J'ai vécu beaucoup d'injustices aussi parce que ma belle-mère, elle avait déjà une fille puis un garçon. Puis avec mon père, ils ont eu ma petite sœur. Donc beaucoup d'injustices par rapport au fait que ma belle-mère n'a jamais fait violence à ses 3 enfants. Juste à moi puis à mes 2 autres sœurs. Puis eux, ils ont été témoins de ça. Mais le pire, c'est que mon père, il était pas au courant. Elle faisait ça quand mon père, il allait travailler en cachette. Puis elle se faisait passer pour la belle-mère qui nous aimait donc. Puis, mais moi, j'étais tellement terrorisée par cette femme-là que tout ce que je voulais, c'était qu'elle m'aime. Fait que j'étais prête à tout. J'étais soumise, dévouée à elle. Je faisais tout pour elle. Je lui massais la tête pendant des heures, le dos. Je faisais des pédicures, la râper la corne. Je m'occupais toujours d'elle. Parce que je voulais pas qu'elle me frappe. Moi, je voulais juste qu'elle m'aime. Puis c'est une quête... ça a jamais marché, tu sais. Parce que cette femme-là ne s'aimait pas elle-même. Elle était tellement souffrante qu'elle pouvait pas nous démontrer aucune marque d'affection. Mais ça, je le savais pas là, quand que j'étais jeune. Puis mon père, ben, il a été très absent. Il buvait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai pas eu de contact avec mon père beaucoup, vu que ma belle-mère monopolisait un peu la famille. Je pouvais pas avoir des moments seuls avec mon père, elle était jalouse. Elle provoquait des chicanes avec moi et mes sœurs. Je pouvais pas être toute seule avec mes sœurs, des fois, tellement qu'elle était jalouse. Puis il a fallu que je me creuse un trou dans mon garde-robe pour communiquer avec ma sœur. Que elle, mon garde-robe, communiquait avec son garde-robe. Puis on s'était creusé un trou. On était en prison, là, carrément. Emprisonné ben raide, aucune liberté d'être qui on... Je vais parler, Angèle. Là. Aucune liberté d'être moi. Parce qu'à chaque fois que j'étais moi, ben je me faisais battre. Fait que j'ai développé beaucoup de mécanismes, beaucoup de masques pour m'adapter, pour survivre, pour me faire aimer. J'ai dû renier carrément la personne que j'étais, puis... j'ai hérité de la honte toxique là, que ma belle-mère portait. Puis c'est une honte extrêmement souffrante. C'est un lourd fardeau à porter en soi. Surtout quand on le sait que ça ne nous appartient pas, là, mais qu'on est pris avec ça quand même. On a hérité de ça malgré nous. Donc, c'est ça, la souffrance, là, ça a vraiment été toute mon enfance jusqu'à ce que je décide de quitter cette maison-là à 21 ans. Je suis partie plus tard que mes sœurs quand même parce que j'allais à l'école. Puis je voulais continuer, je voulais pas lâcher l'école, tu sais, je voulais... Donc, j'ai enduré. Mais quand j'ai quitté, le début de la liberté a commencé tranquillement, mais très tranquillement. Ça a été... il fallait que je parte de là, là. Il fallait vraiment que je parte. Ouais. Je pense qu'on choisit pas notre famille, mais que plus tard, quand on grandit, ben on a le choix, tu sais. Et grâce au rétablissement, ces choix-là sont arrivés, puis j'ai enfin pu choisir des gens qui étaient sains pour moi, puis qui me convenaient, tu sais, qui me respectaient, puis
qui m'aimait. Mm. Mm. Puis pour parler de la puissance supérieure, moi j'ai toujours été connectée à ça quand même, vu que ma mère c'est ça, est au ciel. Je lui ai toujours parlé, que ce soit pour aller la rejoindre ou peu importe. Pour moi, la puissance supérieure, ça n'a jamais été un concept qui a été difficile à développer parce que c'est ça. Je pense que je suis même plus connectée à ça que peut-être si ma mère elle aurait été en vie. Puis j'ai toujours pensé que ma mère est partie pour mieux veiller sur moi. Ça, c'est comme la petite voix à l'intérieur de moi qui me disait ça. Ouais. Fait que... Alors, voilà pour la première vie. Écoute, j'imagine que... Écoute, c'est lourd, hein? C'est vraiment difficile. Tu as eu un début de vie très, très, très difficile. Je pense qu'on va arriver à un moment donné à mieux. Oui. C'est juste le début. On va s'arrêter pour une courte pause et on va continuer tout de suite après. Merci. Merci. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Bonjour, ici Lynn, votre animatrice en compagnie de notre invitée d'aujourd'hui, Amanda. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Je vais maintenant vous lire un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré du livre Réflexions quotidiennes. C'est la page 38 et c'est la date du 30 janvier. Être libéré et être libre. Nous connaîtrons une nouvelle liberté. Cette phrase-là est tirée du gros livre, Les alcooliques anonymes, page 94. La liberté, pour moi, c'est être à la fois libéré et libre. Je suis d'abord libéré de l'esclavage de l'alcool. Quel soulagement! Puis, je me sens progressivement libéré de la peur des gens, de l'insécurité économique, de l'engagement, de l'échec, du rejet. Ensuite, je commence à me sentir libre. Je suis libre de choisir d'être abstinent aujourd'hui, libre d'être moi-même, libre d'exprimer mon opinion, d'avoir l'esprit en paix, d'aimer et d'être aimé, libre de grandir spirituellement. Mais comment atteindre toute cette liberté? Il est dit dans le gros livre qu'avant d'avoir reconnu même la moitié de mes torts, je découvrirai une liberté nouvelle. Il ne s'agit pas de l'ancienne liberté de faire ce qui me plaisait, sans égard pour les autres, mais de cette nouvelle liberté qui me permet de vivre pleinement ma vie. Quelle joie d'être libéré et d'être libre. Ça concorde très bien avec le début de ton partage, là. T'aspires à ça, là, j'imagine, après avoir vécu tout ça. Tout à fait. Je te laisse la parole. Tu peux continuer. Merci. Et voilà qu'on arrive dans la deuxième vie, que je peux appeler comme ça. Je la nommerais l'auto-sabotage. Dans la deuxième vie, j'ai continué à... Comment je pourrais dire? J'ai continué à me donner le même traitement que j'ai reçu. Parce que ça a été ça mon éducation, puis c'est ce qu'on m'a appris. Donc, c'est là que je suis devenue mon pire ennemi. J'ai découvert les substances. Je suis tombée en amour avec ça, ben raide. Ben raide. Ça m'a sauvé, je pense, jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que ça passe proche de me tuer, mais de commencer à consommer, ça m'a vraiment libérée de ma souffrance, pour vrai.
jusqu'à ce que ça me détruise, mais quand même, je me serais peut-être enlevé la vie si j'avais pas découvert ça. Fait que... mais tu sais, déjà à 15 ans, là, j'étais accro à une substance quand même forte, là. C'était plus que du pot, puis j'étais plus capable d'arrêter. Puis je me suis fait un chum, puis c'est grâce à lui que j'ai réussi un peu à arrêter. La dépendance affective m'a peut-être sauvée de ça. Ouais, la dépendance affective, j'en ai pas encore parlé, mais je crois que c'est la base de la maladie, de ma maladie, la source, la maladie des mal-aimés. Le manque d'amour, la carence d'amour, le vide intérieur que j'ai donc cherché à combler par le sexe. Beaucoup par le sexe. C'est comme si je venais de découvrir là, à l'adolescence que le sexe, ça me donne de la valeur. Ça augmente mon estime, puis je deviens quelqu'un pour quelqu'un. Et je suis enfin vue et aimée, reconnue, et j'ai donc bien de l'attention, de l'affection, puis ouais, mais ça, c'est toute une illusion, mais je le sais pas encore. Je le sais pas encore à quel point que je m'en vais me détruire avec ça, avec cette dépendance-là au sexe. Comment que je vais faire du mal à ce chum-là que j'ai à ce moment-là, qui était un très bon gars en plus. Je l'ai détruit. Je l'ai détruit par mon manque d'amour. Mais c'est ça, c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi de pas le tromper, esti. C'était plus fort que moi. Puis à un moment donné, là, les remords, là, la honte, la culpabilité, j'étais pris dans un cercle infernal, un cercle vicieux. Je me réveillais le matin, je savais même pas j'étais où. Des fois, ils venaient me chercher là-bas. J'y comptais des menteries par-dessus menteries. Hey, je peux te dire que tu te sens vraiment comme une sous-merde, là. À répéter des comportements de même, il n'y a rien pour développer l'amour de soi, mais tout pour se saboter puis se détester de plus en plus, puis consommer de plus en plus, puis se détruire, tu sais, au point de vouloir mourir. C'était rendu à un moment donné que je voulais arrêter de faire ça, j'étais pas capable. Mais l'alcool, tu sais, je perdais la tête après 2 verres. Mais je m'étais traîné un papier dans mes poches quand je sortais au bar pour me dire, là, à soir, je ne tromperai pas. Là, je nommerai pas son nom, là, mais hey, c'était grave à ce point-là. Puis le papier, là, après 2 consommations, je m'en colissais. Il prenait le bar. Puis j'oubliais l'existence de ce papier que j'avais mis dans ma poche, plein de bonnes intentions. La maladie était plus forte. La souffrance était plus forte. J'étais complètement déconnectée de moi, de la réalité. J'avais perdu la raison, là, solide. Puis ça l'a pas été en s'améliorant, tu sais. Toute mon adolescence, jusqu'à 28 ans, là, la déchéance, la dépendance affective, j'ai eu des relations toxiques, avec, asti que j'étais mal entourée. J'étais toujours entourée de gens qui me voulaient du mal. Des gens qui souffraient tellement. Puis j'étais constamment en train de me mettre en danger. À un moment donné, il y a un gars que... Bof, c'est une étiquette, là, mais pervers narcissique. J'étais accro ben raide à ce gars-là. Je m'aimais vraiment pas, puis je retournais le voir toujours. Puis à un moment donné, il m'a donné... je sais pas si il m'a donné une substance, puis en pensant que c'était une autre substance. J'ai pris ça, puis il est sorti de la chambre. Il est sorti de la chambre avec son ami, puis il m'a laissé toute seule. Il a fermé la lumière. J'étais pris toute seule dans le noir. Après, je me suis rendu compte qu'il voulait abuser de moi. Mais à ce moment-là, là, mon corps, là, je pensais que j'allais mourir. Mon corps, il a commencé à s'éteindre. Mon cœur a commencé à battre vraiment fort. Puis c'est là que ma mère, elle m'a sauvée. Je pensais que je m'en allais mourir. Fait que j'ai eu assez d'énergie pour prendre mon cellulaire, texter ma meilleure amie, Julie, puis dire, Julie, je te fais mes adieux, là, je vais passer out. C'est là que ça se termine pour moi. Puis là, elle m'a demandé j'étais où. Puis j'ai dit chez qui j'étais, évidemment, elle savait. Elle a appelé ce gars-là, puis elle a dit, là, tu viens me chercher tout de suite, sinon j'appelle la police. Puis là, ben, elle est venue me sauver. Puis ce gars-là, il nous a payé un taxi 2 têtes pour ramener mon char. Pour que mon char reste pas chez eux, puis jamais il aurait fait ça avant.
il y a eu la chienne qui se passe de quoi, tu sais. Puis après coup, j'ai catché que c'était du fentanyl. J'ai catché parce que juste avant ça, il parlait de la dose minimale pour donner à quelqu'un pour pas que la personne meure. Puis j'ai fait les liens. J'étais tellement déconnectée. Puis c'est par manque d'amour de moi, là. Tellement que je m'aimais pas puis je me détestais. Là. Tellement que j'avais besoin qu'on m'aime. Je suis retournée voir ce gars-là. Je suis retournée me mettre en danger. Puis il est arrivé une autre situation similaire où ce que j'aurais pu, tu sais, le saboteur, il était tellement fort à l'intérieur de moi. J'étais prête à tout faire juste pour des miettes d'amour. Juste pour qu'on m'aime, juste pour qu'on me donne un minimum, puis même pas du vrai amour, on s'entend. Là. Ma perception de l'amour était clairement erronée. Là. J'ai jamais su c'était quoi, finalement, du vrai amour. C'était tout tellement dysfonctionnel, tellement distorsionné, tellement toxique. Mais tu sais, quand c'est ça ton éducation, tu penses que c'est ça, la réalité, mais c'est pas ça. C'est avec le rétablissement que j'ai fini par réaliser c'est quoi le vrai amour, tu sais. C'est quoi apprendre à s'aimer. Dans cette deuxième vie-là, là, c'est ça, à 28 ans, je pensais que j'allais mourir sur mon plancher de salon. Je pensais que la prochaine fois que j'allais consommer, mon corps, là, il était plus capable. J'avais l'impression que j'avais des couteaux qui me transperçaient partout, puis même ça, c'était pas assez pour que j'arrête. Mais j'étais rendue seule au monde, plus d'amis, puis je parlais plus à ma famille. J'étais en train de mourir dans mon salon, ici, puis j'ai eu peur de mourir. Moi, j'aime la vie. Puis je me considère chanceuse d'être en vie, puis il y avait cette flamme-là quand même à l'intérieur, bien loin. Très, très loin, mais elle était là. Puis il y a comme une petite voix qui me murmurait à l'oreille. Ben, ma mère, là, évidemment, c'est sûr. Que t'as ben trop de potentiel à l'intérieur pour finir ta vie comme ça. Tu sais, il faut que tu te prennes en main. Puis là, j'ai eu un espèce d'éveil que, OK, je dois apprendre à m'aimer. C'est ça la solution, c'est l'amour de soi, tu sais. Mais c'est quoi la première étape pour apprendre à m'aimer? Ben, il faut que j'arrête de consommer. Il faut que j'arrête de me geler parce que c'est contradictoire. Je pourrais jamais apprendre à m'aimer si je me détruis avec la drogue comme ça, comme que je le fais. Là, je suis en train de creuser ma tombe. Fait que c'est là que j'ai décidé d'aller en thérapie. Puis de me choisir. Ça a été la meilleure décision que j'aurais pas pu prendre de ma vie. Ça, là, se choisir, il y a rien qui équivaut à se choisir dans la vie. De se mettre en premier, d'oser croire qu'on est la personne la plus importante, là, enfin, là, quand on décide ça à l'intérieur de nous, là, quand il y a ce déclic-là qui se fait, c'est là que la vie, la nouvelle liberté commence. Ouais. Une nouvelle liberté. Hein? Ouais. Être libre. Ça va avec la lecture que tu nous as choisie. Merci. On va s'arrêter pour une nouvelle pause, puis on revient tout de suite après. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Bonjour, ici Lynn, votre animatrice, en compagnie de notre invitée, Amanda. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois pour notre 3e segment. Visitez notre site web à l'adresse suivante: unjouralafoi-émission.org. Un jour à la fois, toutes collées ensemble, pas d'espace. Vous y trouverez toutes nos émissions, des centaines de partages à écouter, n'importe où, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Un jour à la fois-émission.org. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos commentaires. Wow! Quel magnifique message. Tu peux continuer. Je t'écoute. Merci, Lynn. Alors, nous sommes rendus dans la 3e vie. La 3e vie que je pourrais appeler
apprendre à m'aimer. Ouais. C'est le début d'une nouvelle histoire d'amour avec moi-même qui n'a pas été de tout repos, mais c'est possible. Moi, je suis là pour dire aux gens là, que c'est possible d'apprendre à s'aimer malgré, peu importe ce que tu as vécu, peu importe, c'est vraiment possible. Puis pour moi, la solution, le remède, c'est l'amour de soi. C'est vraiment ça qui mène à la liberté, là. À la prison se libérer de la prison intérieure dans laquelle j'étais prise. Il a vraiment fallu que j'apprenne à m'aimer. Autrement, je serais restée dans cette souffrance-là puis dans l'auto-sabotage. Alors, c'est ça. J'ai été en thérapie, j'ai eu la grâce, j'ai eu le privilège de travailler à l'hôpital Louis H à ce moment-là. Et puis, le syndicat payait la thérapie. Évidemment, j'avais pas l'argent là, pour aller en thérapie. Mon hydro était coupé. J'allais perdre mon permis, trop de tickets impayés. Là, j'étais vraiment irresponsable. Je ratais toujours le travail, fait que j'avais pas des grosses payes. Alors, Dieu merci que le syndicat payait la thérapie. Et puis, je me suis vraiment sentie bien dès le début parce que c'était un programme spirituel. Puis malgré que j'étais dans l'autodestruction, mais la spiritualité faisait déjà partie de ma vie. Le développement personnel, je m'intéressais beaucoup à la psychologie. Donc, moi, Dieu m'a donné ça, hein, d'être passionnée de développement personnel. Dieu m'a donné ça, puis merci. Merci parce que c'est là que j'ai commencé à travailler sur moi, tu sais. Puis à me regarder dans le miroir, puis à développer la conscience, à avoir une conscience de moi-même par rapport à mes comportements. À qu'est-ce qui fait que je souffre puis que je m'aime pas de même, tu sais. Puis j'ai commencé à mettre vraiment en application les principes spirituels. Tu sais, l'honnêteté, ça m'a sauvé la vie. Ça a été un point tournant de commencer à être honnête dans ma vie, puis je m'attendais à ce que tout le monde soit honnête, puis je jugeais sévèrement ceux qui ne l'étaient pas. Esti. Mais je l'étais pas moi-même. J'ai pigé cette carte-là à un moment donné dans mon petit jeu de cartes, le voyage de l'âme, puis ça m'a rentré dedans, puis j'ai fait calique que c'est vrai. Si tu veux d'abord tu sais commencer à attirer des gens en aide, mais tu dois d'abord l'être toi-même. Si tu l'es pas là, ça marche pas. Fait que j'ai commencé à mettre ça en application là, l'honnêteté, puis aujourd'hui c'est tellement une valeur primordiale pour moi, c'est non négociable. Là. C'est non négociable, puis c'est la voie du rétablissement, je pense. Si t'as pas la rigoureuse honnêteté, ça va être très dur de t'en sortir. Ça va être très dur parce que tu dois te regarder en face. Tu dois te voir tel que tu es. Te libérer aussi de l'orgueil, là, tranquillement, parce que l'orgueil, c'est soit de se surestimer ou de se sous-estimer. Mais c'est pas adapté à la réalité. Fait que ça l'a aidé aussi. Ça m'a aidé d'apprendre à m'aimer, en fait, c'est ça. Parce que plus que j'étais honnête, plus que j'étais fière, plus que mon estime elle augmentait, plus que j'étais bien dans ma peau, j'étais comme OK, je commence à m'aimer là tranquillement pas vite parce que là j'agis en fonction de cette valeur là, tu sais, qui est vraiment importante pour moi. Fait que c'est un peu ça l'amour de soi, c'est de savoir c'est quoi mes valeurs, puis d'agir en fonction de celles-ci. Fait que je pense que l'amour de soi c'est d'apprendre à se connaître. C'est super important de savoir c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes besoins, puis c'est quoi mes limites à moi, c'est quoi je tolère, c'est quoi que je tolère pas. Si je ne suis pas au courant de toutes ces choses-là, comment veux-tu que je sois bien avec moi-même et que j'ai des relations saines? Puis j'ai réalisé que toutes les relations là, que j'avais au long de mon rétablissement, ben ça dépendait de ma relation que j'avais avec moi-même. La façon que moi, je me traitais. Moi, je me dévalorisais constamment. J'étais toujours en train de me rabaisser, de me traiter de non. J'étais très dure avec moi-même. Je me tapais sur la tête. Mais j'attirais des gens qui me traitaient exact. Je leur enseignais comment me traiter, en fait, par la façon que je me traitais. Mais la journée que j'ai arrêté là, de me maltraiter comme ça, là, puis j'ai arrêté de me traiter de non. Aujourd'hui, là, quand je pogne quelqu'un qui me traite de non, là, je ne tolère pas ça. Moi-même, je ne me traite pas de cette façon-là. Fait que non, c'est pas vrai que je vais accepter ça.
Fait que c'est là que j'ai commencé à prendre ma place, à m'affirmer, à dire les choses, à mettre mes limites, à dire non. Tu sais, dire non même si j'ai peur qu'on m'abandonne. Ça a été fucking dur de faire ça, mais c'est inévitable pour apprendre à m'aimer. Parce que au fil de mon rétablissement, mon besoin de m'aimer est devenu plus grand que mon besoin de me faire aimer. Puis ça a été un gros déclic. Quand mon besoin de m'aimer est devenu plus grand là, que mon besoin de me faire aimer, ça l'a tout changé. Puis là, j'ai enfin compris, OK, si ma valeur ne passe pas par l'extérieur, si ma valeur dépend juste de moi, de comment que moi je me perçois, de ma validation à moi, ben après, j'ai plus besoin de la validation extérieure, tu sais. Je l'ai trouvée à l'intérieur de moi. J'ai découvert ce trésor-là qui se cache à l'intérieur de moi. Puis avec le temps, tu sais, mes compulsions ont diminué parce que j'ai arrêté de remplir ce vide-là par l'extérieur. Puis aujourd'hui, je peux vraiment dire que j'en ai pas de compulsion. J'en ai plus. Parce que ce vide-là, je le remplis vraiment par mon amour puis avec ma connexion à Dieu, à ma puissance supérieure. Je pense que le remède à la dépendance affective, c'est vraiment l'amour de soi. C'est l'autonomie affective. C'est depuis que je suis devenue ma mère, je suis devenue mon père, je suis devenue les parents que j'ai pas eu pour moi, pour mon enfant intérieur, pour combler ses besoins qui n'ont pas été comblés. Ça reste que je suis un être humain, j'ai besoin d'amour, c'est sûr, mais pas à n'importe quel prix. Tu sais, c'est plus comme avant, là. Ça a vraiment changé, puis... Mais par contre, ça a pris du temps avant de réaliser ça. Pendant 7 ans de rétablissement, là, moi, j'ai eu beaucoup de rechutes. Je tiens à parler des rechutes parce que moi, ça a fait partie de mon rétablissement. Mais l'important, c'est de se relever. Parce que la rechute, ça fait partie de la vie, tu sais. Pas pour tout le monde, mais il y en a pour qui, oui. Puis pour se libérer de cette honte-là, faut se relever. Puis c'est en allant chercher, c'est en se relevant que la honte se libère. Si on se relève pas, on reste pris avec cette honte-là, puis la rechute va continuer. Fait que, petit message à ceux qui rechutent souvent, c'est pas grave, tu sais, l'important c'est de se lever. J'ai beaucoup appris à travers ces rechutes-là. Et le dominateur commun, c'est la dépendance affective, c'est toujours les blessures de rejet, d'abandon. Ouais, c'est qu'à chaque fois que je m'abandonnais, ben, je créais mon propre abandon. Ouais. Et l'autre finissait par m'abandonner. Fait que finalement, tout partait de moi. C'est que c'est moi qui s'abandonnais. Puis un jour, je l'ai vraiment compris. Ça a pris du temps, mais j'ai fini par comprendre que je veux plus m'abandonner de cette façon-là. Parce que mon enfant intérieur, c'est de moi qu'elle a besoin, tu sais. C'est pas d'un homme, c'est pas de sexe, c'est pas de magasinage, c'est pas de Netflix. Elle a besoin de mon affection, elle a besoin d'être reconnue par moi, elle a besoin d'être validée par moi, elle a besoin d'être entendue, que je prenne soin d'elle. Puis c'est vraiment ça, tu sais. De cette façon-là, j'arrête de m'abandonner. J'écoute mes peurs, de quoi qu'elle a peur, tu sais. Je prends le temps de l'écouter, de comprendre pourquoi qu'elle a peur. Puis juste ça fait toute la différence, tu sais. De mettre de la lumière sur l'obscurité qui vit en elle. C'est vraiment, pour moi, ça a été un élément, un élément très important dans mon rétablissement, de développer cette compassion-là envers moi-même. Ouais. Gros travail. Travail de toute une vie. Toute une vie. Et c'est pas fini. Non, t'es toute jeune. Ouais. Tout ça, t'as acquis ça avec... T'as fait ça avec quoi? Comment? Avec ça? Avec le mode de vie? Une partie, oui. Oui. Une bonne partie, oui. Avec le mode de vie.
C'est pour ça que tu fais du meeting? Oui. On va s'arrêter quelques instants pour une pause publicitaire, puis on revient tout de suite après. Mm-hmm. Merci. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, J'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Bonjour, ici Lynn, votre animatrice, en compagnie de notre invitée, Amanda. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois pour notre 4e et dernier segment. Si vous recherchez une réunion des alcooliques anonymes, plusieurs solutions s'offrent à vous. Par téléphone au 1-866 AA ou, si vous préférez, 1-866-544-6322. Un membre des Alcooliques Anonymes vous répondra de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Aussi, via Internet ou en téléchargeant l'application Meeting Guide sur votre cellulaire. Vous aurez accès aux horaires de réunion en présentiel et en ligne, où que vous soyez dans le monde. Alors, on va poursuivre ton beau message. Oui, merci. Donc, on est maintenant arrivé à, je dirais, le début de la 4e vie dans cette vie-ci, que je pourrais nommer une foi inébranlable. Ouais. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, où est-ce que je vous parle, ma foi, elle est vraiment inébranlable. Mon contact avec ma puissance supérieure, le rétablissement, ce que ça m'a apporté, c'est d'avoir vraiment la foi en la vie, que la vie m'amène toujours ce que j'ai besoin pour mon évolution, m'amène toujours dans les endroits que j'ai besoin pour grandir. Puis ça m'a surtout appris à lâcher prise sur le contrôle, de vouloir tout contrôler. Parce qu'avant, j'étais tellement pris dans la peur que je cherchais à contrôler les gens, les situations, n'importe quoi, juste pour me sécuriser. Mais c'est une illusion, ça, parce que, tu sais, au final, on peut pas rien contrôler sauf nous, nos réactions, les comportements, tu sais. Puis à force de faire des meetings, j'ai réalisé que je vais toujours continuer d'en faire parce que ça me fait du bien, parce que j'aime ça. J'aime ça échanger avec d'autres, ça nourrit mon besoin de connexion authentique. Ça nourrit mon besoin de partager ma vulnérabilité avec d'autres personnes. Quand on se réunit, on se rend compte qu'on n'est pas seul à vivre ces choses-là. Peu importe les problèmes qu'on peut vivre, c'est vraiment très puissant et thérapeutique, le fait d'être tous ensemble, de pouvoir partager ce qu'on ressent, nos émotions, puis de se montrer tel que l'on est. Parce que moi, c'était ça mon problème. Tu sais, j'avais de la misère à me montrer tel que j'étais avant, parce que j'avais peur de mettre mon âme à nu. J'avais peur qu'on s'en serve contre moi. Mais à force de faire des meetings, j'ai appris à me dévoiler tranquillement, pas vite. Puis j'ai fini par m'accepter à force de le faire. Puis aussi, de me permettre d'être vue, ça l'a permis aux autres d'aimer la personne que je suis aussi, puis de créer des vraies relations. Parce qu'avant, c'était toujours en surface ou c'était toujours très toxique, mais c'est très guérissant d'être vu dans sa vulnérabilité, puis d'être accepté, d'être aimé tel que l'on est. Là. Je pense que c'est ça que l'être humain cherche beaucoup, tu sais. On a toujours peur que les autres nous acceptent pas. On a peur du jugement, peur de pas être reconnu. Mais vraiment, dans les meetings, c'est ça que j'ai trouvé. Tu sais, ça a vraiment comblé tous ces besoins-là qui avaient jamais été comblés à la maison et avant que je fasse des meetings.
Et ce qui est beau là-dedans, c'est que je l'amène dans ma vie personnelle après, en dehors des meetings, parce que oui, les meetings, c'est beau, ça l'aide, mais il y a une vie à l'extérieur de tout ça aussi. Puis c'est important de rester connecté à cette vie-là, de pas abandonner tout ce qui faisait partie de nous aussi quand même. Donc, je l'amène dans ma vie personnelle et puis ma relation avec la femme qui m'a beaucoup blessée, que je vous ai parlé dans ma vie numéro 1, ma belle-mère. Le rétablissement m'a permis, Dieu m'a fait le cadeau du pardon envers cette femme-là. Puis ça s'est fait naturellement, à force de prendre soin de moi, de faire des meetings, d'être dans le rétablissement. Ça s'est fait, c'est vraiment en prenant soin de moi, parce qu'après, moi, quand que j'ai commencé à prendre soin de moi, ma vision puis ma perception de la vie a commencé à changer. J'ai commencé à être de moins en moins en réaction, moins de ressentiment, puis à développer, à dégager comme plus d'amour pour les autres aussi, vu que j'en avais plus pour moi. C'est ça qui est arrivé avec ma belle-mère. J'ai vraiment finalement développé de la compassion pour sa souffrance à elle. J'ai compris qu'elle a fait du mieux qu'elle a pu avec qu'est-ce qu'elle avait. Puis elle avait pas grand-chose, tu sais. Puis aujourd'hui, j'y envoie plein d'amour à chaque jour. J'y écris. Puis elle a vraiment ressenti de l'amour pour la première fois de sa vie avec moi. Puis je l'ai réalisé l'autre jour, puis ça m'a tellement touchée. J'ai réalisé, OK, cette femme-là, elle savait pas c'était quoi de l'amour ici. Puis elle avait de la misère à l'expliquer avec des mots. Puis c'est moi qui a mis des mots sur comment elle se sentait. Puis c'était tellement beau. C'était tellement beau aujourd'hui, cette femme-là. Je ressens son amour envers moi. Je ressens qu'elle me respecte. Puis même qu'elle m'admire. Elle admire mon cheminement, tu sais. Fait que le rétablissement, là, quand que je me rétablis, mais c'est pas juste pour moi. Ça a un énorme impact dans toute ma vie, alentour de moi, tous les gens qui me côtoient, tout mon entourage, tout ce que je fais pour moi, mais je le fais pour tout le monde en même temps. Je contribue au bien-être commun, puis on a tout à gagner de se rétablir, tu sais. Puis, fait que le pardon, ça a été un des plus beaux cadeaux, parce que j'ai beaucoup consommé, parce que je nourrissais du ressentiment à son égard. J'étais dans le rôle de victime, puis je la blâmais, mais ça, c'est la plus grande libération, de pardonner, de se libérer de ce ressentiment-là, que finalement, c'était du poison que je buvais en espérant que l'autre meure. C'est incroyable. Après ça, il y a juste des belles émotions qui peuvent venir quand tu te libères de toutes ces émotions toxiques-là, qu'on porte à l'intérieur puis qu'on continue de nourrir, tu sais. Fait que oui, le mot liberté aussi peut être le titre de la 4e vie, parce que je me sens vraiment libre aujourd'hui. Je me sens libre d'être qui je suis. Je me sens libre à l'intérieur de moi. Libre de tout esclavage. Je me suis libérée de la cigarette aussi grâce à la prière, à la méditation. Ça, la méditation, ça a été une révélation pour moi au début du mois de janvier 2025. Je me suis mis à méditer en profondeur, des longues méditations, puis aujourd'hui, je le fais à chaque jour. J'ai jamais eu une connexion puissante comme celle que j'ai avec moi puis avec Dieu, l'univers, appelle ça comme tu veux, la puissance qui est à l'intérieur de toi, puis quand tu te connectes à cette puissance-là, la foi devient inébranlable, parce que là, tu fais pas juste confiance à la vie, tu réalises que tu es cette énergie-là aussi en même temps. Là, c'est un tout, on ne fait qu'un, puis de se brancher sur cette fréquence-là, c'est vraiment puissant. J'ai reçu un message puissant, moi, en méditant. C'était que t'as jamais manqué d'amour, t'as toujours été aimé, t'avais juste oublié. Mais mon âme, elle s'en est rappelée quand je me suis connectée à ça, puis je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré pendant 30 minutes pendant la méditation. Puis ça l'a vraiment rempli le trou que j'avais à l'intérieur. Je pensais qu'il me manquait quelque chose. On pense qu'il nous manque quelque chose. Puis la société veut qu'on croie ça, mais il nous manque rien. Tout est à l'intérieur. Il faut juste se connecter à cette partie-là à l'intérieur de nous. C'est juste ça, tu sais. C'est avec la méditation, c'est avec la pleine conscience.
clairement que si j'avais continué à boire et à consommer, j'aurais jamais pu me connecter à ça. Ça déconnecte. Ça te déconnecte puis ça t'éloigne de qui tu es vraiment, de ton moi authentique. Puis c'est ça, tu sais. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que je me suis trouvée, tu sais, je me suis libérée de tout ce qui m'empêchait d'être moi. Puis ça, c'est la plus grande liberté, de plus avoir de jouer de rôle puis d'être esclave de ses peurs. Parce que, tu sais, quand t'es connecté à la foi, ben, automatiquement, la peur, je veux dire, j'ai des petites peurs, là, mais la foi inébranlable en la vie, il n'y a rien de plus puissant que ça. Je sais que tout va toujours aller bien si je reste connectée à ça puis que je l'entretiens. Parce que, oui, il faut l'entretenir. C'est pas juste je me connecte une fois puis le travail est fini. Non, à chaque jour, je l'entretiens puis de toute façon, ça goûte tellement bon que je voudrais jamais arrêter. Ça goûte tellement bon. Fait que dans une des promesses, ils disent nous connaîtrons une nouvelle liberté et un nouveau bonheur. Mais ça, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Puis ça vaut la peine de se choisir puis de se rétablir. Ouais. Tu parles de s'aimer soi-même, c'est la solution puis tout. Moi, je crois sincèrement que on s'incarne ici sur Terre pour ça. Ouais. Tu sais, il y en a qui cherchent leur mission, mais moi, je crois que c'est ça le but. Apprendre à s'aimer soi-même puis à aimer les autres. Je suis très d'accord. Je te remercie beaucoup pour ton message, Amanda. C'était vraiment, vraiment super. Merci. Merci d'avoir été toi-même. Merci. Merci d'avoir été authentique et transparente. Yes. Alors, je vais maintenant faire la déclaration de la responsabilité. Je suis responsable. Si quelqu'un, quelque part, tend la main en quête d'aide, je veux que celle des AA soit toujours là. Et de cela, je suis responsable. Je remercie tous les participants à cette émission. Amanda, évidemment, notre invité, Alain au son. Vous, les auditeurs, vous êtes essentiels à tout ça. Merci d'être là. Et je m'appelle Lynn, je suis une alcoolique et je vous invite à une prochaine émission d'Un jour à la fois. À très bientôt.